Bonjour à tous, en retard, mais pas trop tard. Il est temps de parler des lectures, enfin de mes conseils modestes de lecture pour l'automne 2018. Automne qui est magnifique, je passe beaucoup de temps dehors, je me régale avec les enfants. Je prends du retard dans mes lectures et je prends du retard dans mes vidéos. D'autant qu'il faut se mobiliser, chers amis suisses, il faut signer la pétition non à la dictature de l'Union européenne et de notre classe politique qui nous impose les lois de l'Union européenne, lois absurdes et débiles et incompétentes, notamment sur le contrôle des armes. Ne touchez pas à nos lois. Donc je vous conseille d'aller signer cette pétition, allez voir la vidéo précédente. Aujourd'hui, nous allons parler de livres. Alors, j'en ai pas mal, parce que parfois, d'ailleurs, je ne sais même plus ceux dont je vous ai déjà parlé, parce qu'en fait, je lis beaucoup. Une partie des livres sont pas intéressants. Une partie sont intéressants, mais pas pertinents pour vous. Certains sont intéressants, mais bon, ils ne valent pas la peine qu'on les conseille. Et d'autres, eh bien, bah, voilà, euh, ils en valent la peine. Alors le premier, on va commencer par du pratico-pratique. Le 12e travail de notre ami Straté Diplo, dont le prochain livre va bientôt sortir. Mais enfin, celui-ci est déjà sorti, ce livre est gratuit, vous le trouvez téléchargeable sur le site de Straté Diplo, vous le trouvez facilement. Et celui-ci est pratique parce qu'en fait, l'auteur, que j'ai appris à connaître avec le temps, puisque j'ai commis la préface de son prochain livre, vous allez voir, bientôt, je vous en parlerai une autre fois, eh bien, vit dans une base autonome durable qu'il s'est mis en place en Argentine, un endroit magnifique. Et il se trouve que pour des raisons personnelles, il doit revenir en Europe et il doit vendre sa base autonome durable. Et en fait, ce livre est à la fois un prospectus de vente, mais aussi un livre qui explique son raisonnement quant à la constitution de sa base autonome durable. Alors, évidemment, il la met en vente, donc si vous êtes intéressé par l'Argentine, bah, pourquoi pas aller lire. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce qu'il décrit, c'est qu'il suit en fait un certain processus mental qui est très similaire à celui que je fais lorsque je fais du conseil auprès de mes clients qui souhaitent savoir si leur base autonome durable est bien située, si elle est bien équipée, ou simplement s'ils essayent de choisir un endroit et une stratégie pour mettre en place une base autonome durable. Donc je fais toujours un petit peu de ce conseil. Et là, je vois qu'il suit à peu près la même procédure, donc il regarde les 7 éléments de la base autonome durable, l'eau, la nourriture, la santé, donc là ça veut dire le type de terre, la localisation, le type d'hydrographie, etc. Le type de faune et de flore, de faune humaine qu'il y a dans la région. Donc si vous êtes intéressé par comprendre un raisonnement de constitution d'une base autonome durable, ce livre, que vous trouvez encore une fois gratuitement en ligne, est super intéressant. Et puis pour ceux qui aiment le papier, ben, vous pouvez le choper chez lulu.com ou ailleurs. Bref, Stratédiplo, le 12e travail, un refuge autarcique très intéressant et très pratique. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Oui, alors commençons par les livres qui parlent de l'époque dans laquelle nous sommes. Alors, tout d'abord et très brièvement, parce que ce serait trop long, j'en ai déjà parlé, le deuxième tome de 2083, une déclaration européenne d'indépendance en version française, le manifeste en fait de Anders Breivik, est disponible aux éditions Tatamis. Donc je vous ai déjà parlé du tome 1, voici le tome 2. Dans ce livre et dans ces livres, Anders Breivik, qui est celui qui a commis cet affreux attentat où il a tué des affreux gauchistes en Norvège, c'est dommage, ils auraient pu mûrir et devenir des gens normaux et quitter leur idéologie mortifère. Mais bon, c'est comme ça, c'est dans ce sens-là que cet attentat est vraiment dommage. Et donc, bref, il explique néanmoins l'état du monde d'un point de vue politique. Donc ce livre est très intéressant. Donc si vous voulez le trouver, vous le trouvez aux éditions Tatamis. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Pour revenir un petit peu plus dans le passé, j'ai trouvé ce livre intéressant, Une petite histoire de l'humanité, Révolution, par David Anderson McCartney. Donc c'est un livre qui... David McCartney, ou David J. Anderson McCartney, voilà, il a un nom très long. En fait, c'est un auteur, j'ai pris pas mal de notes parce que c'est un livre qui m'intéressait pour ce que j'écrivais sur la peur. Ça complétait deux, trois éléments. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il
disons, vous voyez le livre d'Hariri, Sapiens? Bon, bah ça, c'est mieux et en plus court. Donc, c'est un livre qui nous parle des origines de l'homme, de l'origine de son système nerveux, du pourquoi nous agissons comme nous agissons, et il émet quelques hypothèses sur pourquoi nous croyons dans certaines croyances, notamment les religieux, pourquoi nous évoluons de la manière dont nous évoluons et où nous sommes en train d'aller. Donc, intéressant, un livre qui est pas 15 euros, c'est un livre qui est rapidement lu et qui est intéressant à lire. Alors, toujours dans la politique, deux livres. Alors, d'abord, encore un livre en français. Alors, je vous en ai. Normalement, vous connaissez l'auteur, Jack Donovan, puisque j'ai écrit la préface de son précédent grand succès, La Voix virile. Et ceci est le tome 3, puisque le tome 2 c'était Un ciel sans aigle. Le tome 3, Devenir un barbare. Toujours de Jack Donovan. Alors j'ai écrit une préface terrible dessus. Et ce livre, eh bien, il nous continue cette réflexion sur qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui dans notre monde. Alors, La Voix virile nous parlait des vertus et de qu'est-ce qui constitue le fait d'être un homme. Un ciel sans aigle nous explique qu'il n'y a plus rien à attendre du monde et des classes qui dirigent ce monde aujourd'hui. Et dans celui-ci, tome 3, puisqu'il y aura un tome 4, Devenir un barbare commence à nous expliquer comment nous pouvons nous réapproprier notre anthropologie fondamentale et redevenir des hommes capables de reconstruire un nouveau monde et donc une philosophie source pour le monde de demain qu'il nous faudra reconstruire sur les ruines de celui qui est en train de s'effondrer. Donc un livre fondamental et aussi un livre pour vraiment continuer à prendre cette pilule rouge et se sortir de ce fatras imbécile et inutile qu'est devenu le monde moderne et ces différentes réactions que sont les euh, civilisations, on va dire, qui sont en train de nous envahir, mais qui ne valent pas mieux. Donc voilà, il faudra reconstruire quelque chose. Devenir un barbare en est la piste. Alors pour ceux qui veulent comprendre peut-être plus en profondeur, et je dirais, j'ai trouvé deux livres vraiment intéressants. J'ai comme un doute si je vous en ai déjà parlé, mais bon. Euh, National Anarchism, a Reader by Troy Southgate. Alors j'ai découvert Troy Southgate, qui est quelqu'un de discret, mais de très intéressant et de très intelligent, qui nous parle par son mouvement du mouvement du national anarchisme, sur lequel je trouve pas mal de points communs avec une forme de libertarianisme et d'anarchisme qui est le mien. Il nous explique par différents textes qu'il a compilés, certains il a écrit lui-même, certains sont par ses collègues du même mouvement, ce sont tous des intellectuels à travers le monde. Il y a des Allemands, des Australiens, des gens, des Américains, des Anglais. Donc ça c'est un livre en anglais qui est euh, qui définit pourquoi l'anarchisme et finalement la liberté sont des bons systèmes pour gérer une société, mais dans les cadres des limites d'une nation. Et donc c'est très intéressant parce qu'en finalement, c'est vrai que le problème que je vois aussi du libertarianisme et de l'anarchisme, c'est-à-dire de la liberté complète, c'est que s'il n'y a pas de limite, s'il n'y a pas de barrière, eh bien, on va se faire envahir par d'autres qui s'organisent, qui sont plus fertiles peut-être, etc. Donc il faut des barrières, il faut des frontières, et ces frontières, ben, c'est la nation. Et donc c'est un livre que je conseille à tous les gens qui se disent nationalistes, de gauche comme de droite, car il traite cette problématique profonde du, voilà, de la frontière, de l'anarchie, de la liberté, des droits, du rôle ou pas de l'État. Et donc c'est un livre fondamental qui m'a beaucoup impressionné et qui mérite vraiment d'être lu si vous maîtrisez l'anglais. Il mériterait d'être traduit. Alors, tant qu'on y est, on va faire un autre livre. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Citoyen Soldat 2.0, un livre écrit par deux personnes que je connais bien, Bernard Wicht et Alain Berisville. Euh, L'un prof d'histoire à l'université de Lausanne et l'autre lieutenant-colonel dans l'armée suisse. Deux gens exquis et très intéressants. Dans Citoyen Soldat, en fait, on continue les réflexions de Bernard Wicht sur la nécessité d'avoir le citoyen soldat. Et donc, pourquoi les citoyens doivent être armés, bande d'idiots qui essaient de nous désarmer
désarmer les mafias et les islamistes, mais laisser les citoyens honnêtes avec la possibilité d'avoir autant d'armes, de munitions et d'accessoires qu'ils veulent. Car le jour où l'armée peut-être n'est plus là, le jour où c'est la guerre moléculaire globale, qui défendra les citoyens, qui défendra la population, si ce n'est le citoyen soldat, c'est-à-dire armé et qui est capable de se lever, s'organiser et défendre le territoire. Et donc il ne faut surtout pas désarmer la population. En tout cas, celle qui est honnête et celle qui s'arme de manière légale. Bref, ce livre nous explique les développements de cette légitime défense citoyenne à l'échelle d'une nation et va chercher les sources dans la République romaine, la Grèce antique, bien sûr, les différentes communes. Après tout, c'est valable autant pour des gens de sensibilité de gauche comme de droite. Beaucoup des vrais mouvements, on va dire, socialisants, mais venant du peuple et non pas imposés par des élites manipulatrices par le haut, eh bien, ces mouvements souhaitaient des citoyens armés. Lisez Orwell, lisez ce que disaient les communards en 1870 à Paris. Ils voulaient des citoyens armés. Et la Grèce antique, Rome, nous donne l'exemple historique de comment ça peut fonctionner, car seul le citoyen armé est garant des libertés. L'État n'est pas garant du tout des libertés. L'État a tendance à être rempli par des gens mal intentionnés ou très, très malins, et il va ensuite devenir très rapidement un État totalitaire, dictatorial et tyrannique. C'est comme ça depuis toujours. Les Grecs en parlaient, les Romains l'ont vu, on en parlait, les potentats d'Asie l'ont vu, on en parlait. Il n'y a que le citoyen soldat qui peut nous protéger. Et donc, de ce court livre, 12 euros, ces deux auteurs nous expliquent comment mettre en place le citoyen soldat 2.0, et c'est vraiment à lire et très très intéressant. Revenons au livre que je vous en parlais. Deuxième livre en anglais, je crois que c'est le... Non, il y en a encore deux. Age of Anger, une histoire du présent, donc History of the Present, par Pankaj Mishra. Vous voyez que je lis des auteurs du monde entier, je ne suis pas européocentrique. En fait, Pankaj Mishra écrit, et c'est un journaliste dans l'affreux... l'affreux est un journaliste à l'affreux quotidien... Euh, The Guardian, je crois. Oui, oui. Et bon, mais malgré ça, c'est un excellent penseur qui a réfléchi, et c'est très intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est indien sur comment nous sommes arrivés aujourd'hui à un état de haine exacerbée, mais tenu dans une marmite à pression fermée par les États et la bien-pensance, et comment cette haine terrible qu'a par exemple la gauche pour les Européens, pour les Blancs, qu'ont les différentes ethnies présentes sur les territoires envers les unes, envers les autres, comment cette haine s'est développée, quelles sont les sources philosophiques et les mouvements, à partir de la Révolution française, dont il met la matrice de toutes ces haines, assez justement, comment dans les mouvements des Van der Vogel, de la philosophie allemande et du 19e siècle qui s'est inspirée de la philosophie des Lumières, notamment celle portée par la Révolution française et les armées de Napoléon, comment ces philosophies ont pris le dessus et se sont nourries les unes des autres pour nous amener d'abord aux catastrophes de 14-18 et de 39-45, mais se sont exportées au-delà des frontières européennes pour revitaliser un islam mourant, revitaliser et créer un nationalisme indien, chinois, même japonais, et, aujourd'hui, arriver à la situation où le monde entier est rempli de haine et de potentiels guerriers, probablement aussi symptôme un surnombre de populations mises en contact avec elles-mêmes, et les différentes cultures, lorsqu'elles se rencontrent, ne sont pas généralement dans l'échange et l'amour, bien au contraire, elles sont dans la domination, la haine et la destruction mutuelle. Malheureusement, c'est comme ça. Je souhaiterais l'inverse, mais je constate également que c'est comme ça. Et donc, c'est très très intéressant d'avoir une approche philosophique. Alors, c'est un livre assez ardu pour celui il faut avoir une bonne connaissance historique et une bonne connaissance même, je dirais, des histoires, des idées. Et certainement, l'auteur est très très érudit, ça m'a impressionné. C'est vraiment quelqu'un de très docte. Et pour les plus cultivés parmi vous, c'est un livre intéressant à lire. Age of Anger, History of the Present par Pankaj Mishra.
De quoi on pourrait passer? Oui, alors ensuite j'ai des livres un peu qui vont dans tous les sens. Mais enfin, l'hiver s'approche, donc les longues nuits d'hiver. Là, j'ai déterré je sais pas si on voit, j'ai les mains dégueulasses. J'ai déterré les patates aujourd'hui. Je dois avoir 100 patates, 100 kilos. Je sais pas, il y en avait vraiment beaucoup. Donc, c'était une bonne année pour les patates. Ça n'a pas été une bonne année pour beaucoup d'autres choses. Le maïs a raté. C'est pas bien le maïs à mon altitude. Ça fait 3 ans que j'essaye, ça marche pas. En revanche, les patates marchent bien, les choux marchent bien, les côtes de bête marchent bien, etc. Mais on s'égare du sujet des livres. Alors, quelques livres qui m'ont plu, je vais le faire très vite. Alors, tout d'abord, un, un livre d'histoire, Ardaman Amir Aslani, de la Perse à l'Iran, 2500 ans d'histoire, une grande civilisation qui est la civilisation perse et son héritière qui est celle iranienne. Vraiment très très intéressant de lire. Voilà, hein. C'est un livre assez vite lu, assez succinct, mais pour ceux qui s'intéressent à nos cousins ariens de l'Iran, eh bien, ce livre donnera bah, voilà, quelques idées sur l'histoire et comment ce grand pays, comment cette grande civilisation a eu des hauts et des bas, a été traversé par les invasions, a lui-même envahi énormément d'autres pays et comment cette Asie centrale, Asie mineure, s'est reconfigurée au fil des siècles et comment les cultures ont évolué. Et vous comprendrez que l'Iran est d'abord iranien avant d'être musulman ou chiite ou sunnite ou que sais-je. Ce sont vraiment une vieille civilisation, un peu comme les Égyptiens, quelque part, et certainement comme les Chinois. Voilà. Ensuite, toujours puisqu'on parle de civilisation, alors un petit saut chez nos ancêtres nordiques, celtes et païens. Euh, Peut-être je vous en avais déjà parlé comment interpréter les calendriers runiques d'Azatru. Euh, un livre par Halfdan Rekirson aux éditions Shesheta. Deux livres d'ailleurs aux mêmes éditions, je mettrai les liens. Le premier, je crois que vous en avez parlé, nous explique comment interpréter les calendriers antiques venant du monde nordique, celto-germanico-nordique. Et puis, deuxième livre qui vient de sortir pour ceux qui s'intéressent, sur le symbolisme, donc symbole païen germano-nordique. Quelle est la symbolique de ces différentes runes, de ces différents symboles. Donc on voit ici de Wolf Harsson, euh, qui est un auteur assez docte. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de conneries qui ont été racontées sur les runes, sur le paganisme et son symbolisme, notamment à cause de l'épopée nazie et surtout de la mauvaise presse, bah, c'est un peu compréhensible, mais enfin qui en a été faite après-guerre et probablement par des groupuscules souvent néo-nazis qui ont repris certaines de ces runes qui avaient été elles-mêmes prises par les nazis dans un contexte de romantisme et de nostalgie de cette époque que je ne partage pas. Toutefois, si on se replonge dans l'histoire précédente, dans l'histoire antique, l'histoire millénaire de ces symboles, nous touchons, d'ailleurs je vous encourage à continuer à lire la série des livres sur le paganisme de Varg Vikernes et de son épouse Marie Cachet, qui sont très très intéressants. Eh bien, nous allons comprendre d'où viennent ces symboliques, dans quelles légendes elles tirent leur force, dans le force narrative. Et donc, je vous conseille ces livres, voilà, Symbole païen germano-nordique, Wolf Harsson, aux éditions, les mêmes que, voilà, Secheta. Je mettrai le lien. Alors, continuons. Alors, tant qu'on y est pour des histoires intéressantes, revenons à une histoire peut-être plus chrétienne. En ce moment, en lisant, qui c'est qui est en train de me réconcilier avec le catholicisme? C'est Éric Zemmour. Je suis en train de lire son livre. Finalement, il me réconcilie un petit peu. Non pas que j'étais en mauvais termes, mais enfin voilà. Pour vos enfants, un livre excellent à lire dès le plus jeune âge, Yvain ou le Chevalier au Lion par Chrétien de Troyes. Vraiment une histoire voilà, d'un chevalier qui veut venger son cousin et qui va euh, avoir des péripéties, des combats, une histoire d'amour. Et il va rencontrer un lion. Et c'est très très intéressant par rapport à la chevalerie et ce que ça symbolisait. Euh,
dans l'histoire européenne. Nous sommes des descendants de chevaliers, puisqu'ils ont sûrement niqué plein de paysannes, donc à force, nous sommes des descendants de cette noblesse européenne, même nous autres roturiers, et c'est intéressant de comprendre à quel point nos sources sont aussi dans ce code d'honneur qui ne s'applique pas toujours. Moi, je dis toujours, par exemple, dans la guerre, il ne faut pas être honorable. Dans la guerre, il faut gagner. Mais enfin, dans un mode de vie en dehors de la guerre, nous pouvons être honorables, droits, en tout cas entre nous. Avec nos ennemis ou avec les étrangers, on verra. On les traitera comme eux, ils nous traitent. Mais en revanche, entre nous, entre membres d'un même peuple, nous devons être vaillants, honorables, courageux, honnêtes, dire la vérité et être sans peur et sans reproche. Donc, apprenons déjà à nos enfants comment cela continue. Quant à nos enfants un peu plus grands, nos enfants adolescents, je vais faire une pub pour une série de bandes dessinées américaines qui sont extrêmement subversives. Donc ça s'appelle Alt Hero, voici le numéro 2. Je crois qu'il y a le numéro 3 et 4 qui sont sortis, et certainement le numéro 1 que je cherchais, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Donc voilà, c'est déjà un petit peu plus pour un petit peu plus adolescent. Et ici, nous voyons des super-héros qui sont politiquement incorrects, donc, et qui se battent contre d'autres super-héros qui sont eux au service des Nations Unies, qui essayent de dominer le monde et d'imposer le nouvel ordre mondial. Donc bande dessinée absolument truculente, absolument euh, génial pour ceux qui adorent les comics américains. Ce n'est pas mon cas. Mais enfin, je connais un des auteurs, donc semblerait-il, je vais être. Je serai un des personnages dans ce livre, un personnage mineur, semblerait-il, dans cette série, mais on ne sait pas encore dans quel numéro. Bref, donc très très intéressant, très rigolo. Vraiment une série que je vous conseille d'avoir, ça coûte rien, ça coûte 3 dollars. Vous les trouvez aussi sous version Kindle pour ceux qui aiment ceci, mais vraiment, ça en vaut la peine. Donc Alt Hero, regardez, vous les trouvez sur Amazon, très sympa. Tant qu'on est dans la fiction, un livre d'un ami, d'un grand historien que j'ai appris à connaître pour l'avoir rencontré plusieurs fois maintenant, Martin van Creveld, Hitler in Hell. C'est un roman. Il imagine Hitler qui est en enfer, évidemment, et qui commente l'actualité, qui se rappelle de la guerre, il explique ses erreurs, il explique là où il aurait dû faire mieux ou pire, et en plus ce livre ne peut pas être considéré antisémite, puisque l'auteur est israélien, c'est un ami, c'est un historien brillant, historien militaire, d'histoire militaire, et donc voilà, c'est une manière de se mettre de manière très habile dans les chaussons, dans les bottes euh, du Führer, et de raconter ce qu'il pense a posteriori de ce qu'il a fait. Et le livre est évidemment écrit par un historien, il est pointu, il est intéressant, et pour ceux qui s'intéressent à la Deuxième Guerre mondiale et aux heures les plus sombres de notre histoire, c'est un livre à lire et il ne manque pas d'humour. Donc voilà, je vous conseille Martin van Creveld aux éditions Castalia House, que vous trouvez facilement sur Internet, etc. Vraiment très drôle. Pour terminer, j'ai fait vite aujourd'hui, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Stéphane Molyneux, qui a une chaîne YouTube et des podcasts sur iTunes qui sont très très intéressants sur plein de domaines, mais essentiellement sur comment introduire beaucoup de philosophie dans nos vies. Il a écrit un livre qui vous sera utile parce que parfois sur Internet ou lorsqu'on rencontre des gens, c'est vraiment pénible de voir des gens qui ne savent pas argumenter, qui ne savent pas approcher un sujet avec des arguments, avec des faits, qui ne connaissent pas les techniques de discussion et donc qui se trompent, qui tombent dans de la rhétorique mal ficelée. Et donc voilà, The Art of the Argument, c'est-à-dire comment passer un message, comment argumenter. Et selon lui, c'est fondamental, et je suis d'accord, car si nous ne sommes pas capables, pendant, avant et pendant cet effondrement, enfin pour moi on a déjà commencé à s'effondrer, nous ne sommes pas capables de convaincre efficacement les gens autour de nous sur les bases philosophiques fondamentales qui sont à la source de l'Occident, bien sûr. Et l'Occident est le meilleur système qui a jamais existé pour bâtir. Enfin, l'Occident, pour moi, il s'arrête en 1914. Hein. Mais enfin,
il y a eu 2000 ans, peut-être plus, 3000 ans si on considère la Grèce antique, autour de la Méditerranée en Europe, et on pourrait amener la Perse également dans cet Occident si on veut, bien que le terme ne serait plus juste. Nous avons su apporter par la raison, par les arguments, par les faits, par la méthode scientifique, nous avons pu bâtir des civilisations qui tiennent la route et qui sont justes et qui sont euh, florissantes. Florissantes pas seulement dans le grandiose, pas seulement dans l'architecture, mais aussi dans la philosophie, la manière dont on se considère les uns les autres. Et d'ailleurs, le catholicisme, la chrétienté en général, en a fait partie, tout comme le paganisme ancestral. Aujourd'hui, le reste du monde n'est de plus en plus pas du tout sur cette méthode-là, et sur une forme de domination qui vient du haut, que l'on ne peut pas argumenter justement, et qui veut une domination par la superstition, ou alors des tribus et des élites qui essayent de tout dominer par le double langage et par l'hypocrisie et le faux. Et donc nous devons les démonter tous. Avant de le faire physiquement, nous devrons le faire par la rhétorique, par l'argumentation, par les faits, par la logique et par la raison. Et ce livre vous en donne les clés. Et j'ai trouvé que c'est un livre qu'il faut lire. Il mériterait aussi d'être traduit en français. Voilà. Vous apprendrez comment argumenter, comment présenter un sujet. Donc c'est un livre indispensable. The Art of the Argument par Stéphane Molineux. Voilà, j'ai fait vite aujourd'hui, j'en ai plein pour décembre. Décembre, je vous parlerai enfin, en tout cas pour l'hiver, j'ai pas mal de livres dont je vous parlerai, notamment Christian Combat, Marianne avec un poignard dans le dos, Portrait de Marianne avec un poignard dans le dos, le dernier Éric Zemmour, le dernier Laurent Oberton, le dernier Papacito, etc. Mais en fait, je suis en train de clore une période de ma vie en ce qui me concerne pour la lecture. C'est-à-dire que je n'ai plus envie de lire des livres qui expliquent le monde d'aujourd'hui et pourquoi nous en sommes là. D'abord, j'ai écrit ma version dans Survivre à l'effondrement économique, mais aussi parce que je commence à voir que tous ces livres non seulement se répètent, mais ils n'apportent pas plus que ce que je sais déjà. Ça arrive. C'est comme les livres d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. J'en ai lu des milliers, j'en ai ici des milliers, et à part les quelques vieux David Irving que j'arrive à trouver, qui donnent une vision un peu décalée, un peu contrarienne de la chose, j'ai tout compris. Je sais ce qui s'est passé, je sais ce qui ne s'est pas passé, je sais sur quoi on nous ment, je sais sur quoi on nous a falsifié l'histoire, je sais là où ont été faites les horreurs, là où elles n'ont pas été faites, patati patata. Donc j'en lis plus, c'est bon, j'ai compris. Et il me reste peut-être quelques décennies à vivre, ou plus, ou moins, je ne sais pas. Et donc, je ne vais pas relire des livres dans lesquels je sais déjà tout. Donc, je commence à les préparer, à les passer aux générations suivantes, mais je les ai tous lus et c'est fini. Peut-être que je vous en parlerai un jour, mais voilà. Et donc, quant à l'histoire contemporaine de où en est arrivée la France, je pense que comme Laurent Oberton, d'ailleurs, il le dit très bien dans son livre qui vient de sortir, c'est un peu, il clôt une série de 3 livres, euh, La France Orange Mécanique, La France Big Brother, et donc celui-ci, euh, parce qu'il en a marre de raconter ce qui se passe, et si les gens sont trop cons pour continuer à merder, eh ben, tant pis pour eux, il y aura de la sélection naturelle, ils vont mourir, et puis il ne restera que les gens qui ont compris et les bons, et puis voilà, et puis on fera avec, et puis tant pis. Mais moi aussi, j'en ai un peu assez d'expliquer voilà, où on en est. Alors voilà, il y a des livres très bien, je vois que plein de gens qui commencent à comprendre, il y a encore quelques livres qui ont expliqué où on en est. Il y en a plein d'autres dont je ne vous parle pas, il y a plein d'auteurs excellents. Mais voilà, je commence à être là de ces livres. Je vais lire d'autres choses. Donc probablement dans le futur, je vais plutôt passer sur des livres beaucoup plus pratiques, des livres un peu moins philosophiques, moins histoire, encore qu'on verra. Peut-être je parlerai plus de livres pour les enfants et les adolescents, plus de livres de survie, plus de bandes dessinées, peut-être plus de livres de divertissement. Mais enfin, continuez à lire, continuez à vous cultiver, c'est très important. Il faut bosser, il faut apprendre à combattre et il faut lire. Ça, c'est certain que, hommes et femmes, nous devons continuer ce processus. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente. Vous avez vu, hein, c'est des potes
de l'armée la plus morale du monde qui m'ont filé un t-shirt, mais je crois que je l'avais déjà montré celui-là, je sais plus. Enfin voilà, je le porte. Alors à très bientôt. Préparez-vous. Ciao.